Bonjour à tous, chers auditeurs. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de fréquentation aujourd'hui sur le net. Alors, vous devez être certainement tous dans les magasins, en train de préparer, faire vos courses pour préparer votre réveillon de demain. Étant donné que moi, je ne fais pas de réveillon particulièrement, par contre, je vais vous envoyer un peu de neige pour ceux qui n'en ont pas, parce que j'ai eu la superbe surprise ce matin de me réveiller avec un superbe paysage avec j'ai les sapins, j'ai la neige, c'est vraiment super. Je vais aller me faire une petite balade à pied après, même si cependant il doit faire très froid. Mais avant tout, c'est lundi. En général, le lundi, je vous propose une lecture. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman un peu particulier qui s'intitule Au pays qui te ressemble et qui a été écrit par, par Arthur Chat-Noir. Il n'est pas toujours de ce monde, donc on ne va pas en parler au passé. Et je vais vous présenter mon retour de lecture. Alors, il faut bien comprendre que ce roman, comme vous le savez, je ne lis pas les chroniques des autres avant d'avoir mon propre opinion et même avant d'avoir lu le livre. Ce roman est particulièrement bien noté sur les sites de lecture. Donc, le retour que je vais en faire, c'est vraiment ce que moi j'ai ressenti. C'est pas forcément ni critique ni affolant de coup de cœur. C'est juste ce qui me ressemble, justement, puisque le titre c'est Au pays qui te ressemble. Titre qui me laisse perplexe d'ailleurs, je dois le dire. Mais la chronique qui va suivre et la présentation, c'est celle qui me ressemble. C'est-à-dire, vraiment, c'est mon ressenti par rapport à ce que j'avais dans l'idée quand j'ai choisi ce livre et ce qui s'est passé ensuite. Alors, ce roman se situe dans un monde dans lequel la lutte pour les droits fondamentaux se mêle aux avancées technologiques. Alors, nous avons un auteur qui nous plonge dans une sorte de... Alors, il est difficilement classable. Alors moi, j'ai mis romance dystopique. D'autres mettront de la science-fiction, parce que ça en est aussi, mais n'empêche que moi j'ai plutôt vécu le côté romance. Alors effectivement, c'est pas ma zone de confort, me direz-vous. Et enfin, pour moi, ce roman présentait Julien, qui est un jeune diplômé en droit, qui est engagé dans un combat assez passionné contre un programme d'accueil des réfugiés. Donc vous voyez, il y a beaucoup de thématiques, je les développerai par la suite. Un programme d'accueil des réfugiés qui semble, à première vue, très prometteur. C'est vraiment l'avenir radieux, mais en fait, derrière ces artifices, ça soulève de nombreuses questions éthiques. Alors, évoquer une œuvre qui aborde des thèmes aussi cruciaux que la gestion des demandes d'asile, les implications de l'intelligence artificielle sur l'humanité, c'est louable. Et c'est là que l'inspiration de l'auteur se fait sentir, en fait. Et par contre, j'étais vraiment partie là-dessus. Et malheureusement, je suis obligée d'avouer qu'après... une pseudo-immersion, parce que j'ai eu du mal à me mettre dans... J'ai eu du mal à me mettre dans l'histoire. Donc après 75%, parce que je l'avais en numérique, 75% dans cet ouvrage, j'ai perdu le fil de l'aventure et j'ai abandonné. Donc peut-être que tout se révèle après. Encore faut-il tenir jusque-là. Donc c'est vrai qu'au-delà de ses ambitions, le récit, de mon point de vue, ne parvient pas à tenir ses promesses et il se perd dans une trame narrative qui me semble vraiment désenchantée. Voilà. Les personnages qui sont censés être au cœur de cette lutte
manque de profondeur. Julien, il est porteur d'idéaux forts et il se révèle malheureusement comme une silhouette floue. Et sa rencontre avec Sarah est assez mystérieuse, mais je n'ai pas vraiment trouvé son sens, si vous voulez. Enfin, si quelque part je comprends, enfin, mais la façon dont il a agi. En fait, j'ai trouvé que en lisant la 4e de couverture, c'était waouh. Et quand j'ai ouvert le bouquin, je me suis presque demandé si c'était le bon fichier, si c'était voilà. Donc il y a aussi la présence de Fidelio, qui est un élément qu'on s'attend à voir davantage développé. C'est un personnage qui reste énigmatique dans tous les sens du terme, sans jamais apporter la clarté nécessaire à l'intrigue. Et ensuite, nous avons Amazan qui, donc lui qu'on voit arriver, et son évolution m'a semblé incohérente et ça m'a laissé perplexe. Alors, qui est vraiment ce personnage? D'où vient-il? On l'apprend peut-être sur la fin. Et quelle est son importance dans le parcours de Julien? Je vous répondrai pas puisque pour moi, ces questions sont restées sans réponse. Et ça a considérablement freiné mon engagement avec le récit, je l'avoue. L'univers, oui, alors pour l'instant, effectivement, je vous ai donné quelque chose de très ambivalent parce qu'autant ce qui est soulevé par l'auteur est vraiment très très intéressant, autant le développement m'a vraiment pas embarqué. Voilà. L'univers qui est mis en place par l'auteur, pourtant, pour moi, il est très riche en potentiel. La critique des mécanismes sociaux, politiques actuels, l'introduction d'une dynamique liée aux nouvelles technologies, tout ça m'a semblé vraiment prometteur. Mais il y a un manque de développement des personnages et de narration. Et de la narration qui laisse le roman sombrer dans une espèce de lenteur. D'ailleurs, il y a des longueurs qui, pour moi, se sont transformées en ennui. Et en tant qu'amatrice de littérature, moi, je valorise toujours tant l'émotion et l'intrigue. C'est vrai que j'aime avoir des personnages très... même s'ils sont mystérieux. Il y a l'émotion, il y a l'intrigue. Là, je suis déçue, en fait. Et encore plus déçue d'avoir dû abandonner ce bouquin, parce que s'il y a bien un truc que je supporte pas, c'est d'abandonner. Et je suis allée jusqu'au 75%, mais en fait, déjà avant, j'avais envie d'abandonner. Et j'ai bien fait de continuer quelque part, parce que il y avait plus de consistance au fur et à mesure de mon avancée. Mais malheureusement, il y a un moment où c'est long et où ça lasse. Et où j'ai dit non, quoi. Enfin, voilà, la lecture, c'est pour le plaisir. Et donc, je suis vraiment désolée d'annoncer que ce roman, Au pays qui te ressemble, ben, c'est pas forcément un ouvrage que je recommanderais. Même avec les meilleures intentions. Et pourtant, ces thèmes m'ont tant passionné. Alors, quand je dis que je le recommanderais pas, c'est vrai. Par contre, j'ai demandé à d'autres personnes de le lire, sans tenir compte de ce que j'ai bien pu en dire. Parce que les thèmes m'ont tellement passionnée que j'ai peut-être raté quelque chose. Ça arrive, hein. C'est comme quand on est en retard à un rendez-vous, on ne croise pas la personne, donc on la connaît pas. Et là, c'est un petit peu ce que je ressens avec ce bouquin. Et il m'a juste manqué un petit éclat d'authenticité et puis de l'engagement. L'engagement qui fait toute la différence. Et par contre, donc comme je l'ai dit, c'est pas que je le recommande, mais c'est que ça m'a semblé tellement... Alors, j'ai pas lu tout ce qui a été fait comme retour de lecture, mais il y en a qui... Alors, j'en ai lu, j'ai l'impression qu'on n'avait pas lu le même livre, mais c'est ça, en fait. C'est tout fait partie de nous-mêmes, et peut-être que d'autres lecteurs vont trouver dans ces pages
ce que l'auteur a exprimé qui m'a échappé. J'ai peut-être pas compris. Et pour moi, cette lecture, c'est vraiment, c'est vrai que elle était soporifique, ça fait rigoler, parce qu'à chaque fois que je l'ouvrais, ça m'endormait. Donc, j'espère que les prochaines œuvres de cet auteur seront plus abouties, parce que je trouve que c'est un début qui est prometteur, et il y a un potentiel, le potentiel d'un auteur inspiré, parce que quand on aborde des thèmes comme ça, forcément, il y a quelque chose derrière. Donc, on a tous quelque chose à développer, on a tous quelque chose à revoir. Peut-être que c'est moi, peut-être que c'est pas moi. Et bon, je sais qu'il y a des chroniqueurs qui sont pas toujours non plus, qui essayent de faire plaisir à l'auteur et pas forcément donner leur ressenti. C'est vrai que c'est pas mon cas, mais c'est vrai que j'apprécierais d'avoir le retour de lecture de personnes qui sont dans mon entourage et qui lisent en gros, parce qu'on lit jamais tous la même chose, qui lisent en gros, enfin qui sont un peu dans la même zone de confort et un peu dans le même style littéraire, dans le même type de plume. Parce qu'en fait, c'est là-dedans, j'aurais dit comme ça, c'est mal écrit. C'est pas vrai. Enfin, on peut pas cataloguer quelque chose de mal écrit. Enfin, si, ça peut arriver. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas mal écrit. Pour moi, c'est très bizarre. Donc, voilà. Mais cette œuvre aborde plusieurs thèmes principaux qui s'entrelacent pour tisser une réflexion vraiment complexe sur la société contemporaine. Moi, je vais vous faire part de mon analyse personnelle, parce que c'est curieusement, par rapport à ce que je dis de ma lecture, c'est vraiment des thématiques qui me passionnent et qui ont guidé mon choix. Il y a l'accueil des réfugiés et les droits humains. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité, de plus en plus, j'ai l'impression, que ce soit dans n'importe quel pays. Puis bientôt, il y aura aussi des réfugiés climatiques. Et au cœur de cette dystopie se trouve justement la question cruciale de l'accueil des réfugiés. Et c'est un sujet d'actualité qui est brûlant dans de nombreux pays. Julien, le protagoniste, donc, lutte contre un programme qui lie les demandes d'asile à l'emploi et aux avancées technologiques. Alors, sans vouloir spoiler, en gros, on va profiter un maximum de ceux qui demandent l'asile. Et donc, il y a une forme de maltraitance ou pas. Parce que finalement, vous verrez dans votre lecture que ça peut être quelque chose finalement qui peut être accepté, j'en sais rien. Et ce thème questionne des valeurs humanitaires fondamentales quand même. Parce que il met en lumière les conséquences super néfastes des politiques conformistes qui, sous couvert d'efficacité, peuvent quand même bafouer les droits des personnes en détresse. Et la tension entre progrès technique et respect des droits individuels est quand même particulièrement mise en exergue. Et quand je dis que non, ça peut plaire, non, c'est faux. J'ai parlé du personnage donc qui arrive au départ. Il a le choix, mais en fait, il a le choix entre la peste et le choléra. Donc, je ne sais pas si ça peut vraiment convenir, si c'est bien déontologique tout ça. J'ai relevé aussi la technologie et la déshumanisation. Parce qu'il y a présence de l'intelligence artificielle dans le programme d'accueil. Et ça soulève quand même des inquiétudes quant à la déshumanisation des processus. Un programme tout aussi soi-disant intelligent, parce que pour moi, on ne peut pas parler d'intelligence artificielle. Déjà, si c'est artificiel, c'est pas intelligent. Donc, bon. Mais ce thème-là, il examine comment les nouvelles technologies peuvent nuire aux interactions humaines vraiment authentiques et transformer des décisions vitales en chiffres et en algorithmes. Et l'auteur semble
Il semble pas d'ailleurs, je pense que c'est cash. Il alerte sur le risque d'une société qui priorise l'efficacité sur l'empathie et l'humanité. Si vous arrivez dans... D'ailleurs, on est déjà un petit peu dans ce... On est déjà un peu dans ce mode de société. Bon, là, c'est une thématique particulière, mais on est déjà dans cette société parce que ça a commencé il y a, je vais dire, une petite 30-40 d'années avec tout simplement la carte bleue. C'est quelque chose qu'aujourd'hui on a entre les mains qui semble tout à fait ça fait partie de nous, mais en fin de compte, quand on réfléchit aujourd'hui, ceux qui n'ont pas, à l'époque on vivait très bien sans carte bleue, hein, on allait chercher de l'argent, on allait vers son marché. Aujourd'hui, quand on n'a pas de carte bleue, je vais être pas très poli, mais c'est la merde. Ce qui fait que on se retrouve devant un logiciel. Alors, on avait avant la possibilité d'être face à une personne, donc une personne qui comprenait la raison du retrait et qui, en cas de difficulté, pouvait éventuellement prendre en considération une situation. Donc il y avait l'humanité dedans. Là, la carte, c'est un programme, on lui dit c'est ça ou c'est pas ça. Donc tant pis, vous pouvez toujours essayer de discuter avec ça. Je parle de ça parce qu'en fait, j'ai, malgré moi, et j'étais très contente parce que j'étais jeune, contribué à la mise sur le marché de ce genre de choses, en apprenant aux personnes à utiliser les automates. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point, quand on est jeune, on peut être, comme dit Damien XVI, jeune et con, mais c'est ça. Parce que toute contente d'avoir quelque chose de technologique super avancé. Bon bah moi au début quand j'ai eu ma carte bleue, tout le monde la prenait pas et donc c'était particulier. J'avais une autre façon de penser. Mais c'est vrai que cette façon-là de se retrouver face, ou même si vous allez dans un organisme d'État particulier, vous n'avez pas vraiment une personne. Vous allez vous adresser à un robot. Même quand vous téléphonez, vous tombez sur un espèce de répondeur qui vous dit dites clairement ça ou ça. Enfin, on n'a même plus quelqu'un qui nous répond au téléphone. Donc c'est vrai que plus ça va, plus l'humanité disparaît. Donc il y a vraiment effectivement déshumanisation. Voilà, donc empathie et humanité, ça fait partie c'est le thème que j'ai vraiment relevé dans ce livre parce que il est important pour moi. C'est pour ça que je ne trouve pas ce livre mauvais. Non, pas du tout. Donc il y a aussi, j'ai relevé comme thématique engagement et isolement, parce que Julien représente quand même le jeune idéaliste, passionné par la justice sociale, mais il se heurte à l'isolement et à l'impuissance face à un système qu'il peine à contester. Il est quand même pas, enfin c'est pas, faut pas voir le warrior. Hein, en Julien, c'est pas du tout ça. Il est, c'est un personnage que je dirais plutôt effacé et qui, malgré tout, voudrait apporter sa petite graine rebelle, mais il sait pas vraiment comment faire et puis il se coince tout seul. Donc bon, ce thème-là aborde la difficulté de mener un combat contre des structures profondément enracinées et illustre aussi la solitude qui accompagne souvent les luttes individuelles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le désir de provoquer un choc dans l'opinion publique, ça témoigne d'une quête franchement désespérée de connexion et de reconnaissance. Ça semble d'ailleurs au fil des années de plus en plus impossible heurter l'opinion publique quand, je ne vais pas citer les chaînes, mais quand ils regardent des chaînes de désinformation en continu, qui véhiculent la peur, qui véhiculent l'angoisse, qui véhiculent pas forcément la vie telle qu'elle est,
C'est beaucoup de personnes sont isolées face à ce genre de choses et ne vont pas. À la limite, on peut prendre une information ou des informations, aller en débattre dans un endroit où il y a plusieurs personnes avec plusieurs opinions. Non, ça se fait plus. Et c'est vrai que dans les lieux où on se réunissait, je ne peux que constater qu'il y a de moins en moins de personnes et que celles qui s'y retrouvent sont celles qui en général n'ont pas la télé, sont rarement devant un ordinateur sauf pour travailler avec ou enfin, dans l'utilisation, dans la programmation, mais pas pour regarder quelque chose qui serait équivalent à une télévision. Et puis qui n'ont pas non plus forcément la radio ou qui entendent quelque chose et puis qui viennent avec un sujet, puis chacun donne un peu, mais c'est très rare. C'est devenu très rare en toutes ces années. Je ne peux que constater que ces lieux publics sont de plus en plus désertés, y compris la bibliothèque, qui était pourtant pour moi un endroit culturel, même si on ne peut pas y parler fort ni y faire une manif, mais donc voilà, donc il y a l'engagement et l'isolement. Il y a aussi comme thématique la lutte pour l'opinion publique. Moi j'en ai un peu parlé avant, mais c'est vrai que la nécessité de susciter un choc renvoie à la manière dont les récits individuels doivent malheureusement parfois s'affronter aux narrations collectives et populaires. L'auteur pose la question de cette perception publique et de l'impact des actions individuelles dans un monde où les voix dissidentes se perdent en général dans le bruit ambiant. Et cette lutte pour faire entendre ses idées et défendre ses convictions devient un élément dans ce roman, un élément central de la narration. Alors vous allez voir, il s'y prend pas forcément comme on pourrait le croire ou comme on pourrait faire. Du coup, ayant abandonné ma lecture, mais je la reprendrai peut-être plus tard, mais je ne sais pas comment ça va se dénouer. Mais vraiment réveiller l'opinion publique, c'est compliqué. Et ça a l'air tout aussi compliqué pour Julian, malgré toute sa bonne volonté. Comme thématique, j'ai relevé aussi l'identité, la quête de soi. Parce qu'à travers le parcours de Julian, le roman explore la question de l'identité et des idéaux personnels. La confrontation entre ses convictions et la réalité sociale, elle met en lumière les dilemmes moraux et éthiques auxquels ce personnage doit faire face et la réflexion sur ce que signifie être fidèle à ses valeurs dans un monde qui semble s'en éloigner. C'est un thème quand même qui est puissamment universel. Parce que si vraiment on se détache de tout ce qu'on veut nous fourrer dans la tête absolument et qu'on je sais pas moi, on fait 8 jours de retraite dans les bois avec juste de quoi écrire et quelque chose, on va forcément se redécouvrir, on va redécouvrir ses propres valeurs et comment vont se placer ces valeurs dans le monde qu'on redécouvre après cette coupure, je vais dire. C'est une expérience qui doit être assez intéressante à faire. Je sais que ça a été fait par ça a été fait sous terre dans des grottes. Donc il n'y avait même pas la notion de temps. Et l'expérience avait été intéressante, mais en fait elle est restée là où elle était, hein. Mais c'est dommage parce que c'est assez intéressant. C'est vrai que quand on est retiré de tout, on retrouve forcément ce qu'on est
soi, et de s'y reconfronter quelques temps après, c'est assez curieux. Ben tiens, par exemple, un exemple simple, c'est vrai que moi je fais de la randonnée. Quand je fais de la randonnée, je suis pas du tout confrontée à la réalité du monde. C'est vrai que quand je reviens, même si c'est quelques jours, je suis toujours quelque peu étonnée de ce que je vois en me disant mais oui, mais voilà, redescends sur terre, ton monde à toi, c'est pas le monde de tout le monde. J'aimerais bien qu'on y réfléchisse. Hein, ça serait un bon sujet de philo, ça. Pour en terminer avec tout ce que j'ai pu relever comme thématique dans ce livre. Donc vous voyez, quand même, il est très riche. Hein. Alors, j'ai en fait, en vous... en faisant cette chronique, je suis encore plus désespérée d'avoir été obligée d'abandonner. Tellement, vraiment, les thèmes sont géniaux. Il y a les relations humaines et la connexion. Ah, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Eh bien, les interactions entre Julien et les autres personnages sont peu développées, mais soulèvent des préoccupations sur les liens authentiques à l'ère de l'indifférence. C'est un peu ce que j'ai dit avant, mais les relations entre les personnages, comme avec Sarah, avec Fidelio et Amazan, devraient idéalement servir de mémoire, de miroir aux enjeux sociaux et personnels, et pourtant le manque de profondeur et de clarté, eh ben, ça crée un obstacle à cette exploration. C'est peut-être voulu par l'auteur, justement pour montrer que nos relations ne sont pas mises en miroir. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne confronte pas forcément nos idées. Donc c'est peut-être voulu. Mais sur le coup, il y a... Enfin, je sais pas, c'est voulu, mais il y a quand même, pour moi, un manque de... Il y a un obstacle dans cette exploration. Du coup, le message passe pas forcément bien. Mais n'empêche que c'est vrai que ça reste une thématique qui est actuelle, qui, à mon sens, va le devenir de plus en plus. Et c'est dramatique. Voilà. Donc en somme, Au pays qui te ressemble aborde des thèmes qui sont variés, qui sont significatifs, qui vont des droits humains à l'impact de la technologie sur la vie quotidienne, en passant par la quête d'identité. La richesse potentielle de tous ces thèmes, franchement, parce que oui, c'est riche, je suis très ambivalente aujourd'hui, mais les thèmes sont riches et malheureusement limité dans le bouquin par un développement narratif qui peut laisser le lecteur, la lectrice que je suis, sur sa faim. Et enfin, c'est même pas ça, c'est que c'est là, c'est écrit, enfin, il y a trop de longueur et c'est lassant. Voilà. Donc même si l'auteur nous invite à réfléchir sur des thématiques très profondes et tout à fait contemporaines, comme l'accueil des réfugiés, les droits humains, l'interaction entre technologie et humanité, même si la narration ne m'a pas forcément captivée, je dirais que les sujets abordés demeurent vraiment d'une actualité brûlante et que ça soulève des questions qui sont essentielles, auxquelles on ne peut pas échapper et qui fait de ce bouquin quand même... À force d'en parler, je vais finir par le reprendre au début et par le relire. Donc je vous le rechroniquerai peut-être. Je sais pas, peut-être que le froid me gèle un peu les neurones, je sais pas. En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup connaître vos avis et quelles réflexions tous ces thèmes vous inspirent. Est-ce que vous pensez que la technologie peut véritablement servir le progrès social sans compromettre l'humanité? Ça, c'est la grande question.
Et puis, est-ce que vous avez déjà été confronté à des dilemmes similaires dans votre propre vie? Ça peut arriver. Je vous engage à partager vos idées, anecdotes, opinions, donc avec moi dans les commentaires, sur le blog, sur la chaîne YouTube, sur où vous voulez. Mais ce serait bien que ensemble, on explore les nuances justement de ces questions qui façonnent notre monde. Ce serait même assez intéressant d'en discuter avec l'auteur pour savoir quel était vraiment son objectif et pourquoi il l'a développé de cette façon-là. Voilà. Donc ce sera la question de la fin. Et peut-être que vous aurez une interview de l'auteur après les fêtes, parce que je vais quand même vous laisser pour ceux qui aiment se retrouver en famille avec les lampions et tout ça. On va pas faire ce genre de choses pendant ce temps-là, en fait. Hein, ça va un petit peu gâcher la magie, on va dire. Donc je vais vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Moi, je vous retrouve quand même la semaine prochaine pour une chronique. Donc pour ceux qui ont envie de découvrir la chronique en faisant leur repas de réveillon. Je vais vous souhaiter une très belle semaine et moi je vous dis à la prochaine!